à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la biodiversité. Peut-être d'abord quelques éléments de contexte sur ce sujet qui est quand même un sujet aujourd'hui qui est indissociable de nos pratiques puisque le planeur c'est quand même une activité de nature où on baigne dans les éléments, on est en permanence dans un environnement avec voilà, un certain nombre d'espèces. Il y a les oiseaux avec qui on vole, mais qui sont également présents sur nos terrains. On a également un certain nombre d'espèces au niveau de nos plateformes, puisque le plus souvent, on est dans des terrains qui sont en milieu assez naturel, en tout cas qui sont couverts d'herbes, qui sont entourés de haies, avec énormément d'espèces, des vrais îlots de biodiversité. Et la biodiversité, c'est donc un sujet qui est incontournable dans la vie des clubs aussi, puisque il y a tout un tas d'opérations d'entretien, de tonte, de fauchage, qui font partie du quotidien des clubs. Et donc, de mieux connaître ces éléments-là, et ben, ça permet de mieux faire avec, de mieux cohabiter, et puis de faire de certaines contraintes que ça peut poser parfois, vraiment des atouts pour notre pratique. Et il faut rappeler aussi que le contexte actuel, il est parfois un peu compliqué pour certaines plateformes, hein. Il y a une pression qui peut augmenter de la part des riverains, ou il y a une attente aussi sociétale par rapport aux pratiques aériennes. Et voilà, pour faire valoir nos terrains, c'est aussi important de montrer que ce sont des îlots de biodiversité, qu'on peut y trouver vraiment beaucoup d'espèces qui s'épanouissent d'ailleurs, hein, ça c'est important de le rappeler. Et dans ce contexte-là, la fédération, elle a eu à cœur de valoriser ces éléments-là et on a créé, enfin noué un partenariat avec l'association Aérobiodiversité en 2022 pour pouvoir mieux cerner cette biodiversité, l'inventorier et puis en faire vraiment un élément pédagogique qui permette au club de mieux gérer ces aspects-là. Et on a la chance ce soir d'avoir la présidente de l'association Aérobiodiversité qui va pouvoir en parler ensuite. Euh, donc je ne m'étends pas plus pour le moment sur l'aérobiodiversité. On a aussi voulu mettre l'accent cette année sur ce sujet avec un stagiaire que vous allez rencontrer juste après, Jules, qui travaille 4 mois et demi avec nous sur ce sujet. Donc j'en dis pas plus, je vous souhaite un excellent webinaire. J'espère qu'il vous apportera des éléments utiles et qui vous donnera aussi envie de vous engager sur ce sujet dans votre club. Voilà. Et je passe maintenant la main aux différents intervenants qui sont nombreux ce soir afin qu'ils se présentent tour à tour. À toi, Cécile. Puisque je suis première sur la liste, je suis Cécile Varien-Gien, je suis cadre technique à la Fédération française de vol en planeur, agent de l'État, et je suis responsable de la question du développement durable, d'autres sujets comme la lutte contre les violences et d'autres petits sujets de développement territoriaux, en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ce qui fait de grandes régions. Peut-être, Aude, tu peux préciser Oui, quel est c'est vrai ton... que j'ai pas pris le temps de me présenter avant. Donc, Aude Winterzee, je suis vice-présidente de la fédération et puis également présidente de la commission développement qui s'occupe de tous ces sujets liés à l'environnement. Et donc très attachée à ce sujet de la biodiversité que enfin, dont je suis convaincue pour non seulement la qualité de notre pratique, mais aussi la pérennité de nos clubs. Voilà. Eh ben, bonsoir à tous. Donc, je suis Pauline. J'ai déjà eu contact avec certains d'entre vous. Donc, moi, je suis salariée à la fédération, donc principalement sur toutes les questions de développement. Donc, le développement durable, tout ce qui est les bourses, les licences, les subventions. Voilà, donc j'ai un rôle principalement administratif et en binôme avec Cécile. Eh ben, bonjour à tous, je suis Jules Géraudon. J'étais engagé comme stagiaire à la Fédération de vol en planeur pour toutes les questions d'environnement et en particulier sur aérodiversité. Je faisais ce stage dans le cadre de mes études et j'apprends tous les jours.
On apprend tous les jours, moi aussi. Bonjour, je m'appelle Eleonora, mais je ne suis pas du tout présidente de l'association. C'est Lionel Guérin qui est un pilote et qui a créé l'association, mais c'est pas grave. Je dirige l'association depuis 5 ans et j'anime l'équipe de salariés naturalistes qui se déplacent sur les différents terrains en fonction des partenariats. Et je dois dire qu'on est extrêmement heureux de ce partenariat avec la Fédération de vol en plein air parce que pour nous, c'est la plus belle image que l'on peut avoir du travail que l'on fait au quotidien. Et quand on nous a proposé de passer un petit peu de temps sur le terrain de Château Arnoux-Saint-Amban, sur lequel j'ai eu moi-même l'occasion de venir, je dois dire que c'était une merveilleuse découverte et que la vue sur la Durance est inoubliable, entre autres. Et Oui. donc, oui, Philippe Fleury, je suis président du club de planeurs de Limoges et je suis instructeur et remorqueur aussi. Et donc, j'ai répondu favorablement pour qu'on fasse les études de biodiversité sur notre terrain. Et on en a fait donc deux l'année dernière. Et ça s'est bien passé. C'est très intéressant. On découvre des espèces qui sont menacées en fait et qui trouvent refuge sur notre plateforme. On les trouve pas à côté. Voilà, ce genre de choses. Comme tout le monde, ça m'intéresse beaucoup la nature, hein, et donc j'avais pas les notions de ce qui pouvait être, enfin du sanctuaire en fait que peut constituer un terrain de vol à voile qu'on cultive pas, qu'on traite pas, et donc du coup qu'on maltraite pas. Et donc ça se passe bien. On peut voir des espèces que je trouve pas ailleurs en faisant des randonnées. Je fais beaucoup de randonnées et certains oiseaux, je peux pas les voir ailleurs que sur le terrain. Donc c'est un point positif pour nous. Et quelques fleurs Merci. aussi. Merci. Bon, voilà. Donc, de quoi va-t-on parler? Donc, on va avoir une présentation du travail de l'association Aérobiodiversité. Il va y avoir une présentation des plateformes qui sont concernées par ce travail et cette convention qu'on a avec l'association Aérobiodiversité. Le travail de Jules a consisté à faire une analyse des rendus de l'association de façon à pouvoir fournir aux clubs qui ont vécu cette aventure des fiches faune-flore, mais aussi des préconisations. Alors certaines sont communes aux plateformes et d'autres sont des préconisations individualisées. Euh, il y a des plateformes qui sont en train de vivre leur visite des naturalistes en ce moment même. Euh, on les a accompagnés dans le cadre d'un webinaire préalable et on a réalisé une fiche de visite avant, pendant et après que Jules va vous présenter. Enfin, il y aura le retour d'expérience de Philippe Fleury qui a vécu, donc, comme il l'a dit, la visite sur sa plateforme, mais également en partenariat avec Jules qui n'était pas habitué à visiter des clubs de planeurs. Donc, Philippe a accepté de se déplacer pour visiter avec lui, pour vivre avec lui les 2 journées de visite de l'association Aérobiodiversité sur le terrain de Pierre Latte. Enfin, on va vous présenter des documents qui vont pouvoir qui vont pouvoir servir aux plateformes à faire de la communication. Et enfin, on va vous proposer la création d'un plan d'action structuré autour de 4 axes pour lesquels on va vous solliciter éventuellement pour faire une partie du chantier avec nous. Voilà, c'est ça le programme. Donc, peut-être on va le faire à 2 voix avec Hélène. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Bon, il y a une définition de l'Office français de la biodiversité. Elle désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. C'est un terme qui comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Et puis, on a une convention donc, avec Aérobiodiversité pour faire connaître enfin, l'objectif, c'est de faire connaître ce partenariat, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, et d'assister les clubs dans leur organisation des visites, de faire quelque chose des rapports de visite qui sont des documents très très denses. Et c'est pour ça qu'on a été très heureux d'avoir l'appui
d'un expert étudiant pour la lecture de ces éléments pour lesquels on a des difficultés à tout comprendre. Et puis, en fait, au niveau macro, on peut dire que tout ça, ça s'inscrit quand même dans une stratégie nationale pour la biodiversité, dont l'objectif, c'est de réduire les pressions sur la biodiversité, de protéger et de restaurer les écosystèmes et d'engager des changements profonds pour inverser le déclin de la biodiversité. Mais sur ces 3 points, Hélène en parlera bien mieux que moi, alors je lui laisse la parole. Alors effectivement, nous, on est une association qui existe depuis 10 ans. En fait, nos 10 ans là, c'est ce mois de juin 2025. L'association est une association en 1901 qui est reconnue d'intérêt général et dont l'engagement au sein de la stratégie nationale pour la biodiversité a été reconnu et d'ailleurs à nouveau mis en valeur dans la dernière version de la stratégie nationale de la biodiversité qui est sortie en novembre 2023 et qui est valable jusqu'en 2030 puisqu'il y a une fiche prairie. Et effectivement, lorsqu'on a parlé tout à l'heure des prairies que vous avez sur vos terrains de la fédération, ce sont souvent les dernières prairies naturelles ou semi-naturelles qui existent en France. Elles n'ont pas connu de produits phyto, elles sont souvent laissées en libre évolution, bien évidemment dans la sécurité aéronautique, puisque on a été créé par la Direction générale de l'aviation civile et le muséum. L'idée étant de fédérer tous les acteurs du monde aéronautique et de la science autour de ces enjeux de la connaissance et de la valorisation de la richesse de la biodiversité sur ces prairies. On peut passer sur la slide suivante, je n'ai pas la main. Donc l'objectif, je viens de le dire, c'est d'évaluer la qualité environnementale, d'améliorer cette biodiversité dans le respect de la sécurité des contraintes, mais également de sensibiliser tout ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire vous, les pilotes, mais aussi éventuellement la société de maintenance qui est sur votre terrain, les usagers, les riverains, l'école d'à côté. On a très souvent des animations que l'on fait également avec des écoles et des enfants pour leur montrer cette richesse. Et j'ai souvenir qu'on en a fait une magnifique à Château-Arnoux à laquelle j'étais présente avec la classe de l'école primaire d'à côté. Voilà, on peut passer. Donc, on a été créé il y a 10 ans. Je ne vais pas passer sur cette slide, mais juste pour vous dire qu'en 2025, on est présent sur 80 terrains en métropole et dont 3 en outre-mer, que maintenant presque toutes les fédérations sont partenaires et actifs et engagés et passionnés comme vous pour ces sujets de biodiversité. Que vous êtes probablement ceux qui observent le plus parce que voilà, le vol en planeur, ben, c'est un vol plus lent que des vols à moteur, mais c'est aussi un vol dans lequel on peut observer beaucoup de choses et en l'air et au sol. Voilà, donc on a effectivement beaucoup d'acteurs ainsi que 2 compagnies aériennes qui nous soutiennent. Et puisque je rappelle, je dirige moi surtout des salariés. Je ne suis d'ailleurs pas salarié de l'association, j'interviens comme prestataire. Voilà, la géographie un petit peu des terrains sur lesquels on est présent, on peut passer, je pense. De toute façon, vous aurez ce support pour montrer qu'on est présent jusqu'en Corse. Comment ça fonctionne? Alors, pour vous, nous ne sommes présents que sur 2 périodes et c'est un accord que nous avons, c'est soit le printemps, le début d'été, soit le début d'été et l'automne, ça dépend du planning. Sur la plupart de nos terrains, on essaye de faire les 3 saisons, printemps, début d'été, automne. Alors, il y a marqué avril, juin, septembre, mais ça dépend où on est, selon qu'on est dans le nord ou selon qu'on est en Occitanie, le printemps n'arrive pas au même moment. On traite et on saisit nos données dans une base de données nationale qui permet aux chercheurs de bénéficier des informations qui se trouvent sur ces terrains aéronautiques dont ils n'ont pas toujours accès. Alors, c'est moins le cas pour vous, mais comme on est aussi présent sur de très grands terrains comme à Charles de Gaulle ou Orly ou Toulouse ou Nantes, ce sont des données qui intéressent les chercheurs. Et effectivement, chaque terrain bénéficie de la rédaction d'un rapport et qui présente tout ce qu'on a pu observer et les préconisations en matière de gestion pour améliorer la biodiversité sur un terrain. Vous avez souvent des choses absolument magiques, des points d'eau, des haies, parfois quelques arbres à proximité. Tout ça, c'est merveilleux pour la biodiversité. Et comme ça a été très bien dit tout à l'heure pour Limoges, c'est souvent un endroit où on trouve des choses qu'on ne voit pas ailleurs parce que la cohabitation de la faune, en particulier avec les avions, se passe très bien. Les oiseaux, ils apprennent à cohabiter avec les avions.
Voilà, on peut passer sur la slide suivante. Juste un mot pour vous dire qu'on ne fait que des protocoles de sciences participatives. Ce sont des protocoles nationaux d'inventaire de faune et de flore. On ne travaille pas aujourd'hui sur la biodiversité des sols, mais la flore que l'on observe montre la qualité et surtout les insectes, parce que la richesse d'une prairie, c'est souvent ces insectes. Et souvent, dans les prairies aéroportuaires, il y a beaucoup de pollinisateurs. Alors, je le redis, les ruches ça peuvent être une bonne idée, mais pas toujours. L'abeille mellifère est une parmi des milliers d'insectes pollinisateurs et on a un protocole très sympa et très facile à faire pour des gens qui, comme moi, n'y connaissent rien, qu'on appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qu'on fait systématiquement sur les terrains, qui permet de montrer que sur une fleur, il ne se pose pas que des abeilles, loin de là. Voilà, je termine pour le moment. Merci. Merci Hélène. Effectivement, petit à petit, on apprend à se connaître, hein, les deux associations. L'objectif, c'est vraiment de bénéficier de toute cette expertise en biodiversité. Heureusement, pour cette année, on a réussi à avoir ce lien en interne avec Jules qui nous permet d'en comprendre encore plus. D'ailleurs, je lui pose souvent des questions complètement naïves il a la gentillesse de me répondre avec son expertise. L'objectif, c'est aussi de pouvoir alerter au sein de nos environnements sur la conciliation possible entre les activités aéronautiques et la préservation de l'environnement. Euh, et puis, euh, pour nous, en tout cas en interne, de réussir à donner des éléments de langage à nos dirigeants de clubs qui parfois sont soit interrogés, soit un peu malmenés en local par rapport à leur activité. Voilà. À toi, Jules. Donc, les plateformes avec qui travaille Aérobiodiversité, il y a le CNVV, enfin les 4 expertisés, donc celles qui ont eu les études en 2024 sont le CNVV, Limoges, Carpentrage et Maubeuge. Ensuite, celles qui arriveront en 2025, qui ont eu déjà des visites, qui vont avoir d'autres visites, sont Challes-les-Eaux, Pierre-Latte, Châlons en Champagne et Troyes. Donc, euh, les espèces qui ont été inventariées sur les 4 sites expertisés, on peut voir que chez la faune, on a vu 280 espèces différentes. Parmi ça, il y avait 40 espèces d'oiseaux et 10 espèces de chiroptères, qui sont les chauves-souris. Et on avait 231 espèces d'arthropodes. Les arthropodes c'est un animal au corps segmenté, recouvert d'un exosquelette. C'est comme une armure extérieure qui est composée de chitine, qui est une substance organique qui est produite par ces animaux. Donc, parmi ces arthropodes, il y avait les leptidioptères, qui sont les papillons, odonates, les libellules, et les coléoptères qui correspondent c'est une grande famille où il y a des scarabées, des coccinelles. Ensuite, on a vu 368 espèces de flore, qui correspondent aux plantes. Parmi celles-là, j'ai mis les familles qui ressortaient le plus, comme la famille des astéracées. Elles sont aussi appelées composées, et c'est une grande famille de plantes à fleurs. Et sur la photo qu'on peut voir, on pourrait croire que c'est qu'une fleur, mais alors que ça représente plusieurs fleurs. C'est le typique des astéracées. Ensuite, on a la famille des fabacées, qu'on appelle aussi légumineuses, pardon. Donc c'est une grande famille aussi de plantes à fleurs. Elle est aussi utilisée beaucoup par l'homme parce qu'on cultive le soja, les haricots ou le pois chiche. Et la caractéristique de cette famille, c'est son fruit qui est une gousse. Et enfin, on a la famille des poacées, qui est ou qu'on appelle aussi graminées, qui est souvent, enfin c'est une grande famille aussi. Sa caractéristique, c'est qu'elle a la tige creuse et des feuilles étroites, des nervures parallèles. C'est quand sur la feuille, il y a des nervures droites. Et aussi a été très utilisé par les hommes, puisque c'est essentiellement pour le blé, le riz et le maïs. Et nous avons aussi les espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est des espèces qui peuvent porter atteinte
aux espèces dites locales, c'est-à-dire qu'elles arrivent et elles détruisent, elles recouvrent le milieu au détriment de la biodiversité. Voilà. C'est bon, on peut passer. Donc, un exemple de fiche faune flore. Donc, pour celle-là, j'ai utilisé Limoges. Mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rapport d'aérobiodiversité. Souvent, je me suis plus orienté sur les espèces qui étaient dites protégées nationalement ou régionalement. Donc, j'ai fait d'abord les oiseaux. Donc, ça se découvre comme ça. C'est que c'est un petit contexte de la plateforme. Ensuite, on passe sur la faune. Là, on peut voir que c'est les oiseaux avec le nom de l'espèce en gras, le nom latin en italique, parce que pour les oiseaux, c'est pas très grave, mais pour les plantes, c'est bien d'avoir le nom latin, parce que des fois, les noms communs peuvent se confondre selon les régions. Et un petit texte qui décrit l'animal, tout simplement. Voilà. Et c'est pas toute la fiche, il y a bien sûr la partie plante, mais pour des questions de présentation, on n'a pas tout représenté. C'est bon. Peut-être Donc, que Jules, oui, sur la fiche, l'exemple de fiche faune-flore, donc il faut préciser que tu es en train de travailler sur la réalisation d'une fiche faune-flore pour les quatre plateformes qui ont déjà été visitées l'année dernière et pour lesquelles on a déjà les comptes rendus, enfin les années précédentes et pour lesquelles on a déjà les comptes rendus, et qu'on espère bien que tu seras en capacité de fournir ça avant la fin de ton stage. oui, c'est ça. Donc, maintenant, les préconisations communes à chaque plateforme. Donc, la préservation de la biodiversité des milieux herbacés repose sur 7 pratiques complémentaires. Donc, la gestion différenciée qui est déclinée en 2 mesures. Donc, par l'échelonnement des actions de fauche dans un calendrier. Cela consiste à couper à différentes zones, différentes zones et à dates différentes. Cela permet à la faune de disposer d'espaces de refuge pendant la saison des foins. Les zones concernées peuvent varier selon les années à l'autre pour conserver un équilibre écologique. Ensuite, il y a la conservation d'un réseau de bandes ou d'îlots herbacés non coupés. En gros, cela offre un refuge à la faune après la fauche. Ces zones favorisent une végétation variée, utile à la biodiversité. Elles peuvent être fauchées en fin d'hiver, en préférence 1 ou 2 ans, pour limiter l'apparition de plantes ligneuses et encourager la reproduction. Ensuite, nous avons la fauche tardive. Cette pratique permet de réduire la baisse de biodiversité parce qu'une fauche plutôt précoce avant mi-juin détruit brutalement les ressources en affectant négativement les insectes, les nids d'oiseaux ou les pollinisateurs. Et cette pratique donc nuit fortement à la faune et à la flore. En revanche, une fauche tardive favorise la biodiversité en créant des zones de refuge. Ensuite, nous avons la fauche haute qui permet de maintenir un couvert végétal en limitant l'érosion du sol et laisser une partie des ressources à disposition pour la faune surtout. Et ça aussi, ça limite le risque de destruction des nids d'oiseaux nichant au sol qui sont particulièrement touchés par la tonte. Donc ensuite, nous avons la fauche coupée qui a privilégié à la fauche broyée, car la fauche broyée a un impact significatif sur la petite faune, parce que l'appareil broie les végétaux et détruit aussi les faunes d'invertébrés ou vertébrés, et aussi, même chose pour les oiseaux qui nichent au sol. Donc, dans tout ça, il faut aussi exporter les produits de fauche afin d'éviter d'enrichir le milieu. Parce que si on enrichit le milieu, ça laisse l'ouverture à d'autres espèces qui sont beaucoup plus compétitrices que les espèces présentes dans les milieux de prairies de s'installer, et ce n'est pas bon pour le milieu. Ensuite, nous avons la fauche
centrifuge. Une fauche de l'extérieur vers l'intérieur détruit directement une partie de la faune sans échappatoire possible. En revanche, une fauche centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur offre la possibilité à la faune de pouvoir se réfugier dans les parcelles voisines. Et enfin, la fréquence de fauche lente, qui s'est limitée à 2 fois par an au maximum. Cela permet au pré de bien se régénérer entre les interventions. Sur les sols pauvres et secs, une seule fauche annuelle suffit, car la végétation pousse surtout au printemps. En revanche, une fauche intensive avec 3 passages ou plus cause de l'érosion des sols, réduit la biodiversité et favorise la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. On peut passer. Ça, ce sont les préconisations qui sont communes à quasiment l'ensemble des plateformes. Oui. Et en fait, en fin de document, la partie préconisation précise quelle sera la meilleure gestion euh, de cette activité de fauche pour chacune des plateformes. C'est ça. C'est ça. Peut-être On peut Hélène, passer. tu peux compléter? Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est des travaux que l'on fait en permanence et qu'on adapte en fonction des terrains. C'est ce que vient de dire Jules est vraiment important. Après, je sais que vous n'êtes pas toujours maître de la gestion de vos terrains. Euh, la règle générale, c'est effectivement d'essayer de laisser la nature aller au bout de son cycle et en particulier les oiseaux qui nichent au sol. L'oiseau emblématique qu'on a sur beaucoup de terrains et que j'ai appris à reconnaître, même moi qui ne suis pas naturaliste, c'est l'alouette des champs. L'alouette des champs, la femelle niche au sol et les petits sont donc au sol. Si la fauche passe, tout le monde meurt. Pas la femelle parce qu'elle va s'envoler, mais les petits certainement. Et donc, c'est vrai que comme c'est un oiseau aussi qui aime bien les grands espaces ouverts et les prairies, on l'a sur presque tous les terrains, dans presque toute la France. Et c'est un oiseau que seuls ces terrains-là peuvent permettre de nourrir et de développer. Donc, j'insiste sur ce qu'a dit Jules, c'est vraiment important. Si vous pouvez négocier ça avec vos gestionnaires, c'est le rêve, quoi. Merci Hélène. Donc au-delà des préconisations qui concernent en fait quasiment toutes les plateformes, il y a des préconisations individualisées. Jules, Oui, Pauline, tu passer peux à la prochaine changer. diapo. Donc, les préconisations, là, j'ai pris Limoges. Faut que tu parles Mais- plus fort. Ah, pour les préconisations personnalisées, j'ai pris, enfin individualisées, j'ai pris Limoges, mais c'est la même chose pour toutes On les t'entend plateformes. presque pas, Jules. Ah bon? Vous m'entendez mieux ou pas là? Oui. Ok. Donc, pour les préconisations individualisées, j'ai pris Limoges, mais c'est partout la même pour les plateformes qui ont reçu la visite d'Aérobiodiversité et qui ont eu le rapport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à la fin de chaque rapport d'Aérobiodiversité, il y a un plan de gestion qui résume les attentes ou les, les actions à faire qu'on peut voir au début, et ça concerne tous les aérodromes. Enfin, que la partie, bien sûr, du club en question, ça dépend des sites. Après, il y a la gestion des espèces exotiques envahissantes, qui, selon les aérodromes, change, mais Aérobiodiversité a donné des méthodes pour s'en débarrasser sur du moyen, court et long terme. Et j'ai profité par l'occasion à mettre des photos pour aider les gens à reconnaître les espèces. Bien sûr, il y a eu toujours la gestion, enfin l'utilisation de produits phytosanitaires, mais sur tous les aérodromes que j'ai vus, ça n'a jamais été le cas, mais c'était toujours bien de le mettre en rappel. Et pour aider les gens à mieux saisir les différents types de milieux qu'il y a sur l'aérodrome, j'ai repris la carte du plan de gestion qui permettrait d'aider à mieux voir et à mieux intervenir sur la plateforme. Voilà. Donc en fait, peut-être reviens. Donc en fait, du coup, Philippe, quand il va recevoir pour son club de Limoges cette fiche de préconisation, elle lui permettra sur le plan de voir où se positionne la piste en herbe qui est maintenue rase et comment il peut aider les gestionnaires de la plateforme à travailler le reste des espaces qui finalement n'ont pas d'impact sur la pratique sportive. Tout à l'heure, il nous expliquera comment. Ou alors, vas-y, Philippe. Oui, donc
Effectivement, on a commencé à voir le plan de fauchage avec les exploitants. Et donc, il y a beaucoup de zones qui sont délaissées, qu'on peut traiter intelligemment pour justement favoriser la vie faune et puis la flore également, puisqu'on a trouvé des orchidées. Et il y a aussi une partie qu'on n'a pas discuté avec l'aéroport, qui est, qui est de notre côté, du côté de nos locaux, du côté des hangars, qu'on peut traiter comme on veut, on a la liberté. Et donc, on a la décision de faire des îlots et de couper le long des clôtures. On met strictement pas de produit, bien sûr. Et comme on a laissé un petit peu passer du temps, puisque notre piste étant impraticable, on n'est pas intervenu du tout. Il y a des arbres qui poussent dans la clôture. Donc on va couper ces petits morceaux d'arbres dans la clôture pour pas qu'elle se détériore. On met surtout pas de produit. Et par contre, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui nichaient dedans. On n'a toujours pas coupé et on récupère une épareuse dans les semaines qui viennent. Quelqu'un va gentiment nous la prêter. Attendez un petit peu, hein, si vous Oui, tout pouvez. à fait. Ouais. Il est en train de la réparer, donc Ça tombe bien. ça nous laisse, ça nous laisse du temps. Laissez les juvéniles s'envoler. Voilà. Et donc, on a vu des alouettes notamment là. Ouais, ça me Et fait. donc, on passera l'épareuse intelligemment, de manière à pouvoir avoir un accès jusqu'à la clôture pour nettoyer les clôtures. Et derrière nous, on va laisser un îlot de biodiversité. Bon, puis ça fait aussi moins de travail, hein. Il y a ça aussi, parce que quelque part, les gens prenaient un peu ça pour une corvée quand on se lançait dans des broussailles, tout ça. Et ben petit à petit, avec ça, ça nous donne des éléments pour le gérer plus intelligemment. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les espèces invasives, là, exotiques et invasives. Donc comme ça, on commence à bien les reconnaître. Donc c'est utile pour notre terrain. Mais du coup, les gens, quelques-uns sont propriétaires, les jeunes, ils habitent chez leurs parents, et donc ils peuvent aussi, par là, apprendre à les identifier, et donc faire la même chose chez eux. Donc là, l'impact, il est multiplié par quelques dizaines. Donc je trouve que c'est bien. Et c'est plutôt bien perçu. C'était plus difficile d'en parler, je pense, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Là maintenant, les gens sont sensibilisés par le climat, ils en entendent beaucoup parler, les débats aussi par rapport aux produits phytosanitaires. Donc les gens constataient ça sans l'attribuer. Les gens du club disaient, tiens, on nettoie moins les moustiques sur nos bords d'attaque alors qu'on a les mêmes planeurs, on vole aux mêmes périodes. Et donc, on en parlait justement cet après-midi. On peut constater que ça revient. Il y a un petit peu plus d'insectes sur nos bords d'attaque. Ça veut dire qu'il y en a un peu plus dans la nature. Donc, c'est pas plus mal. Donc, pour moi, tout ça est très positif. Il faut y aller tranquillement. Il faut pas brusquer les gens. Mais que ça soit du côté de l'aéroport ou d'une autre, donc les gens du club, on arrive à les convaincre avec ce genre d'arguments et de choses qui sont simples et qui sont claires. Alors j'ai énormément beaucoup appris moi aussi, même si je suis motivé à la base. Motivation ne veut pas dire compétent. Voilà. J'ai pas mal progressé dans ce domaine-là. Merci Philippe. Jules, on passe à la fiche de visite qu'on avait proposée. Ah, c'est pas là, ça. Oui, mais ça arrive après. Oui, Mais donc ça, c'est pour rappeler les plateformes qui sont en cours, donc Chalaiseau, Pierre-Latte, Châlons-en-Champagne et Troyes, et on a créé une fiche de visite qui permettront de les aider pour accueillir Aérobiodiversité. Donc c'est avant, pendant, après. Donc cette fiche permet de voir comment candidater du côté de la fédération à recevoir la visite d'Aérobiodiversité. Pendant l'intervention du côté Aérobiodiversité, ce qu'ils vont faire comme intervention, les moyens, comment il faut les accueillir. Du côté club comment accueillir Aérobiodiversité. Et après, l'intervention de comment mettre en place les préconisations, essayer de faire de la communication dessus et valoriser la démarche. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais parler
de mon retour d'expérience de l'aérodrome de Pierre-Latte, de comment je l'ai vécu. J'ai observé les deux naturalistes faire l'intervention. Le matin, enfin le premier jour, ils ont fait le tour de l'aérodrome au bord pour essayer de trouver un endroit pour placer des pièges photographiques et un capteur à ultrasons pour les chauves-souris, parce que les chauves-souris sont beaucoup plus actives la nuit. Et après cela, le naturaliste faune a essayé de faire fait des relevés opportunistes, c'est-à-dire il fait des relevés soit avec ses jumelles, soit au chant des oiseaux, puisque le chant des oiseaux est très reconnaissable selon les espèces. Et pendant ce temps-là, la naturaliste Flore a fait la cartographie de l'habitat, enfin des habitats de l'aérodrome, c'est-à-dire qu'elle fait des lignes de gauche à droite et elle cartographie le terrain pour différencier certaines prairies, parce que même dans les prairies, il y a différentes prairies, ce qui est très compliqué. Et donc ils ont fait ça toute la journée. On n'a pas pu trop faire les insectes à cause du temps, parce que quand il n'y a pas de soleil et beaucoup de vent, ben, les insectes comme pollinisateurs ne sortent pas beaucoup. Donc on n'a pas pu, mais le lendemain, donc le deuxième jour, le naturaliste faune a fait des relevés, pas beaucoup, mais il en a fait quand même des relevés sur les insectes. Et il a continué les relevés sur les oiseaux. Et ensuite, aussi, la naturaliste Flore a continué, a fini son cartographie de l'habitat de tout l'aérodrome pour Pierre-Latte. Voilà. Je te laisse la main, Philippe. Oui, donc on était tous les deux à Pierre-Latte. Et mon aide a consisté un petit peu à aider pour la circulation sur un aérodrome. Donc on avait une radio pour pouvoir communiquer, savoir s'il y avait du trafic, ça c'est important. Être habillé comme il faut, hein, bien penser à avoir des bottes. Et puis ensuite, on a localisé avec mon GPS les endroits où il y a des spots avec des espèces particulières pour pouvoir les porter sur une carte et les retrouver lors de la deuxième ou la troisième visite. Ça s'est bien passé. Le premier jour, il faisait pas beau, effectivement, donc on a moins observé d'insectes, mais on en a vu, on a vu des papillons le lendemain. Euh, Pas mal d'oiseaux aussi. Et puis, il y a eu un petit peu d'activité ULM. Et ça s'est bien passé, hein. On n'a pas été mis en danger, on n'a gêné personne. Et donc, on a fait le tour de la plateforme, on a constaté certaines choses, on s'est posé des questions aussi auxquelles on a trouvé des réponses. Il y a des choses un peu curieuses, des, des plantes, je pense à l'orge d'airain, là, et donc qui étaient en forme circulaire. Et donc en posant des questions aux gens de la plateforme, donc on nous a expliqué qu'il y a un berger qui stockait en fait ses brebis avec une clôture circulaire. Donc c'est ce qui a expliqué. Il leur donnait des compléments alimentaires avec des sacs. Et donc il y a des petites graines qui étaient dedans. Voilà pourquoi c'est cette forme circulaire. Et ça, c'était très, très intéressant. On a trouvé également des espèces à Pierre-Latte qu'on trouve aussi à Limoges. Donc là, maintenant, j'avais un avantage, c'est que j'ai appris à les identifier. Et ça, c'est toujours extraordinaire. Et de savoir ce qu'on a pu voir ici à Pierre-Latte, donc, et qu'on voyait à Limoges. Dans notre coin, c'est des espèces donc de fleurs qui sont rares. Et donc, par rapport à l'aéroport, on leur a demandé, dans une zone, à l'aéroport de Limoges, donc de ne pas faucher, ou de faucher dans 2 ans. Et ça leur a pas posé de problème, et on sait que c'est bon, quoi. Ça n'a pas été fait, c'était libre. C'est pas une zone qui est sur la piste, c'est pas une zone où les pompiers circulent, donc ça pose pas de problème de la laisser tranquille. Et donc, c'est assez sympa de penser que c'est grâce à ça, ces espèces-là ont leur chance de continuer. Donc, moi, Mhm. j'encourage tous les gens à le faire. En fait, on apprend beaucoup. On rencontre des gens de l'aéroport qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est l'occasion de se connaître. Et puis, ce bien commun qui est la nature, c'est le moment
de se l'approprier, entre guillemets, quoi, d'essayer de le comprendre et d'essayer de le protéger. Bonne entente à Pierre Latte, hein, et ça aurait été bien qu'il fasse chaud le premier jour, mais bon, c'était pas le cas, c'est comme ça, c'est la vie. À Limoges, on a eu aussi l'inconvénient d'avoir du vent, un plafond très bas et de la pluie sur les 2 jours, ce qui fait qu'on n'a pas vu beaucoup d'insectes, mais on en a vu quand même. Et puis on n'a pas pu faire l'enregistrement des chiroptères, parce que les instruments, voilà, on ne peut pas les suspendre sous la pluie, la nuit, comme ça. Et je sais qu'il y en a, moi, parce que il m'arrive de quitter le club tard ou d'arriver tard. Et je fais un petit peu d'astronomie des fois, et donc je vois passer des chauves-souris. Je suis pas capable de les identifier, mais je vais faire appel à mon joker, c'est ma fille, qui les connaît bien, et qui va peut-être enregistrer ou les regarder, puis on vous en fera part, puisqu'elle les connaît bien maintenant. Elle fait ça pour une association environnementale ici, là, à Limoges, donc en un an, elle a pris pas mal de compétences sur les chauves-souris. Donc je connais leur Super. existence, mais je suis pas capable de dire lesquelles elles sont. Voilà ce que je peux dire en étant rapide. Hmm. Ouais, merci Et Philippe. Je vois que Clara Imbert est là. Clara, elle est dirigeante élue au club de Pierre Latte. Peut-être qu'elle a un retour ou peut-être qu'elle est très étonnée de ce qu'elle entend. Clara, si tu acceptes de prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'étais un petit peu curieuse de voir ce qui s'était passé parce que j'ai pas pu être présente en fait sur les journées où ça a été fait à l'aérodrome. Et du coup, c'était aussi pour me permettre d'avoir un peu des infos sur tout le processus parce que c'est pas moi qui m'en suis chargée au sein du club. Voilà. Mais de ce que j'ai Ok. compris, ça s'est très bien passé et ceux qui ont participé étaient très contents. Oh, ok. Tant qu'on est au niveau des retours d'expérience, j'ai vu que Paul Thomas de Troyes était là aussi. Peut-être qu'il a un retour. Je remets mon micro, excusez-moi. Oui, bah, nous avons fini notre visite, hein. On a eu des visites au mois d'avril, le 7 et le 8, et des visites au mois de juin, le 10 et le 11. Moi, je n'ai pas d'observation particulière pour l'instant. J'ai promené, je dirais, les deux naturalistes sur notre terrain. J'ai découvert comme ça que la périphérie du terrain faisait 7 km, beaucoup plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Donc, ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de flore. Et puis, ils ont pu voir aussi la fauche faite par les paysans sur la plateforme. Ce n'est pas un modèle du genre, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'engrais déposés pour récolter le foin après. Donc, il y aura certainement des consignes qui seront indiquées pour la suite. Et puis, on utilise aussi des produits chimiques comme le glyphosate qui est toujours en action sur la périphérie, sur les grillages. Et autrement, je ne sais pas d'ailleurs comment il ferait, parce que ce serait vraiment, ce serait la flore, mais très très importante. Voilà, et notre compte rendu devrait arriver, d'après ce que j'ai compris, en février 2025. 2026, pardon. 2026. Effectivement, il y a un temps de latence hein, entre le moment où Oui, les études sont faites et le moment où les rapports arrivent. Euh, mais c'est bien, ça permet de rester en haleine. voilà. Et je pense qu'il y aura des préconisations intéressantes et peut-être des découvertes aussi. D'accord, bon, ben, on voit que tu es très curieux. Merci beaucoup. On passe à la slide suivante. C'est Pauline qui va présenter les 4 champs du plan d'action qui ont été imaginés par Jules et Pauline, avec toute une série d'actions qu'il va falloir réaliser, qu'on aimerait voir réalisées au sein de la fédération. À toi la parole, Pauline. Merci. Donc, on a, surtout, principalement Jules, a imaginé donc un plan d'action pour accompagner les clubs à accueillir les visites d'aérobiodiversité, de pouvoir vraiment s'approprier cette action-là, comment la gérer au mieux et en tirer les meilleures ressources et ce qu'on peut faire pour vraiment aider les plateformes
pardon, je trouve plus mes mots, à évoluer donc dans le sens pour l'environnement et vraiment développer toute la biodiversité qu'on peut trouver sur nos belles plateformes. Donc pour commencer, nous avons le plan d'action qui concerne donc les études de biodiversité en elles-mêmes. Donc vous avez plusieurs actions. Donc d'abord le rapport des visites. Donc ça peut emmener à mettre en place un tableau de bord pour ensuite stocker les données dans une base de données spécifique pour arriver à mieux les utiliser. Vous pouvez faire une analyse des données des rapports de visite. Donc, ça signifie croiser les données, identifier les tendances et les intégrer dans des résultats pour mettre en place des stratégies. Vous avez les visites sur les sites, donc qui servent à identifier les sites à enjeu. Il y a toute la partie planification des visites. Ensuite, vous pouvez également créer des outils de suivi avec les dates, les intervenants pour les accueillir au mieux sur vos plateformes. Et côté très important, donc pouvoir associer toutes les personnes qui sont au sein de la plateforme et notamment les gestionnaires. Pour info, une grosse partie de la création de ces outils-là dont vient de parler Pauline est déjà fait, hein, puisqu'ils s'y sont attelés tous les deux. On a bénéficié de Jules à temps complet, donc il y a déjà une partie de ce travail qui est réalisée. Donc le deuxième plan d'action, c'est transmettre les savoirs aux générations futures. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en œuvre des ateliers lors de la visite d'aérobiodiversité. Vous pouvez, Jules, a imaginé des ateliers, donc par exemple des fresques de la biodiversité. Vous pouvez aussi faire des activités telles que des inventaires ou des identifications sur le terrain. Vous pouvez mettre en place des interventions pédagogiques, donc avec des jeunes élèves en primaire, en collège. Vous avez aussi vos jeunes qui peuvent être issus du BIA ou aussi avec des associations peut-être de réinsertion ou de jeunes qui sont en difficulté. Enfin, vous avez vraiment un panel qui peut être hyper intéressant. Et ensuite, donc, mobiliser les bénévoles pour transmettre. Donc là, montrer, vraiment mettre l'accent sur l'impact de l'observation et vraiment engager toutes les personnes qui sont au sein du club pour que ça se passe au mieux. Ensuite, le troisième plan d'action, donc, c'est préserver les espaces de pratique du vol en planeur. Donc, extraire les données pertinentes des rapports. Ça vous permettra d'avoir une argumentation pour préserver l'activité parce qu'on sait que certaines plateformes sont en danger. Donc, avec ça, vous pourrez créer des fiches qui vous permettront peut-être après de faire des panneaux, de faire des kakémonos lorsqu'il y a des événements, tout ça. Et le dernier plan d'action, donc c'est la diffusion des savoirs et des bonnes pratiques. Donc, une fois que tout ce travail est réalisé, donc ça va vous donner des supports pour faire de la communication, donc que ça soit sur les réseaux sociaux, donc comme je l'ai dit, en faisant des panneaux sur la plateforme. Ça va vous aider vraiment à valoriser le travail qui a été fait et vous pourrez donc partager tout ça avec les communes voisines, les habitants, les écoles. Donc, c'est vraiment un travail très intéressant pour pouvoir diffuser au large public. Mm. Et donc, pour tout ça, pour toutes ces actions, on va avoir besoin que des bénévoles s'impliquent pour la préservation de cette biodiversité sur nos plateformes. Donc, Pauline a créé un questionnaire qui va vous permettre de vous positionner euh, dans certains des groupes ou sur certains des chantiers. On va vous l'envoyer à vous, mais on va aussi l'envoyer à tous les membres du réseau des ambassadeurs dont certains d'entre vous font partie, mais également à la commission développement. Et si on arrive à paramétrer la globalité du travail grâce à vos candidatures, eh ben, on se mettra au travail. Si
Par contre, on a du mal à trouver du monde, on refera un appel à candidature et on refera de l'information de façon à ce que l'ensemble des membres du mouvement n'ait qu'une envie, c'est de se jeter dans cette aventure-là. Voilà, on a un certain nombre de sujets qui sont apparus sur le chat que j'ai pas trop suivis. Peut-être Aude, Oui, j'ai vu que tu répondais à certaines choses. avant de rebondir sur le chat, je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde, mais moi en tout cas, la dernière slide, je ne voyais pas le lien pour cliquer, tu sais, vers le questionnaire. Je vous le renverrai. De toute façon, vous allez recevoir un Voilà, mail avec le replay et vous aurez le formulaire à ce moment-là également. super. D'accord. Oui, Alors, certains sujets ont été abordés dans le chat que j'ai pas suivis. Est-ce oui, que il y a ouais, des j'ai réponses suivi à un petit peu donner? le fil, je peux faire un rapide récapitulatif. Ah, Donc, il y avait une merci. question de Thomas Mignin par rapport aux conditions pour bénéficier d'une expertise aérobiodiversité et quelles étaient les modalités. Donc là, on a bien répondu. Il y a le cursus FFVP avec les 4 terrains chaque année qui font l'objet d'une sélection, évidemment, s'il y a plus de demandes que de places. Et puis, il y a un cursus parallèle qui est tout à fait possible en direct avec Aérobiodiversité. Mais dans ce cas-là, le club est vraiment en autonomie aussi financière. La fédération ne soutiendra pas financièrement l'étude. Et donc là, j'invite les clubs intéressés à se rapprocher directement d'Hélène. Sinon, il n'y avait pas vraiment d'autres questions. Une remarque d'Hélène qui est intéressante par rapport à la législation sur les traitements phytosanitaires. Il y a a priori un décret qui interdit les traitements phyto sur les terrains aéronautiques en principe, mais apparemment c'est possible de s'en passer. Bon, c'est étonnant qu'on puisse se passer d'un décret. Peut-être qu'Hélène, tu peux détailler. Alors, ce n'est pas du décret dont on peut se Bah passer, non, c'est des C'est des produits faits. phytosanitaires. c'est des phytosanitaires. Oui, alors pour répondre au monsieur de parler à l'oral, oui, bien sûr, on peut échanger à l'oral. C'est Thomas, je crois, enfin, j'ai pas Thomas Mignon. Bien sûr, Jean-Michel. et ce que je vous propose surtout, c'est pas forcément d'en parler maintenant, parce que moi j'ai également un agenda un peu chargé. Donc écrivez-moi pour qu'on convienne d'un échange à l'oral. Pour les produits phytosanitaires, il y a 3 ans, la DGAC a sorti effectivement comment dirais-je, une recommandation qui théoriquement fait que les terrains aéronautiques ne doivent plus utiliser les phytos. Je vous rassure, ce n'est pas vrai partout, malheureusement. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet. Et il y a eu un énorme travail et il est également, je crois, disponible sur le site de l'UAF sur ce sujet-là. C'est-à-dire comment ne plus utiliser les produits phytosanitaires ou comment diminuer petit à petit l'usage des phytosanitaires au profit d'autres choses. Nous, on a beaucoup d'expertise et on a vu beaucoup de terrains qui ont fait un travail. C'est contrairement à ce que raconte la SNCF sur le ballast, qui prétend que du jour au lendemain, ils ont arrêté. Je n'y crois pas. Ce qui est vrai, c'est que si vous y mettez, c'est possible. Il faut le faire dans le temps. Ça met plusieurs années. Mais c'est possible. Donc, j'insiste même sur le traitement des clôtures, parce que vous imaginez bien que dans les 80 terrains, on a aussi des aéroports avec des tas de clôtures et des kilomètres de clôtures aussi. Et si je vous dis que Orly n'a plus de phytosanitaire depuis 10 ans, eux aussi, ils ont des clôtures et ils s'en passent très bien. Il y a d'autres terrains qui ont fait cet effort-là. Et alors, ça nécessite d'autres moyens d'entretien, mais clairement, c'est tout à fait possible. Et vous ne pouvez pas non plus demander à votre agriculteur sur le terrain de s'en passer si vous ne faites pas la même chose au niveau de la gestion de vos prairies. Je le dis juste que c'est une notion d'exemple, évidemment. Maintenant, si l'agriculteur, lui, peut faire évoluer sa pratique sur ses cultures, c'est évidemment toujours intéressant. La difficulté, c'est pour que la qualité du foin, on sait qu'il y a des périodes au-delà desquelles ils ne peuvent plus faucher parce que c'est trop tard et que la qualité, elle, ne sera pas bonne pour leur bétail ou la façon dont ils le revendent. Donc, c'est un sujet compliqué. Et il n'y a pas deux cas pareils. Il y a pas, même s'il y a des publications que je vous invite à trouver soit sur le site de la DGAC, soit sur le site de l'UAF, sachez qu'il existe un certain nombre de choses. Et nous fournissons également à nos partenaires un certain nombre de fiches qui peuvent compléter celles que Jules est en train de vous préparer. Et j'ai également mis sur le chat 2 applis qui sont recommandées par mes équipes naturalistes, qui sont gratuites. Merlin pour les oiseaux,
et Plantenet. Évidemment, ça n'est pas à 100% fiable, mais ça peut vous aider. Merci. Et puis, on avait un petit mot de Jean-Michel Orenberger qui dit, puis-je poser une question, suggestion de manière orale? Ce sera plus simple que par écrit. On t'écoute. Alors, ben écoutez, vous m'entendez bien là? Oui. Oui, très bien. D'abord, je voulais vous remercier pour cette présentation qui est extrêmement intéressante. Je découvre des choses auxquelles j'avais d'ailleurs été un tout petit peu sensibilisé à l'époque où je m'assurais du contrôle des activités d'une société dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelait CDC Biodiversité, lorsqu'elle a été créée pendant ses 10 premières années de fonctionnement. Et il y a 25 ans, c'était déjà très passionnant. Alors, voici ma question et ma suggestion. Vous avez effleuré un sujet, mais qui visiblement ne fait pas l'objet d'un plan d'action pour le moment. C'est celui des espèces qui sont donc menacées ou celles en voie de disparition, et un bilan que vous êtes en train d'établir peut-être de ce qui a été déjà obtenu en termes de résultats quant au maintien de ces populations, voire même leur redéploiement. Et donc, je voulais savoir si vous aviez déjà du matériel, comment dire, des résultats pour pouvoir faire quelques premiers bilans et surtout communiquer auprès du grand public en montrant que sur les terrains de vol à voile, eh bien, il n'y a pas que les pilotes vélivoles qui sont heureux de s'y trouver, mais également la faune et la flore qui, justement, se développent, reprend du poil de la bête. Je pense que là, il y a un gros sujet de communication qui pourrait être fait. Peut-être que vous y Alors, avez déjà pensé. oui, enfin, pour ce qui est de la communication, on est déjà en train de réfléchir à la mise en place d'éléments de communication type planche de lecture ou panotage. On ne sait pas encore. Tout ça, ça va se décider dans les semaines à venir. Parce qu'on a le Grand Prix qui va avoir lieu fin août sur la plateforme du CNVV. Jules, pour ce qui concerne les espèces protégées, est-ce qu'on a déjà de la matière pour répondre à Jean-Michel? Alors, pour savoir si elles ont réaugmenté, je veux dire la population a réaugmenté, ça me paraît compliqué de pouvoir dire des choses à l'instant parce que souvent c'est des choses qui se regardent sur 10 ans et que le problème c'est que les premières études ont été faites là en 2024. Donc le problème avec la biodiversité et tout ce qui est suivi de population, c'est que c'est sur des temps longs. Donc après, on pourra dire des choses sur qu'il y a des espèces qui sont protégées, présentes sur certaines plateformes, mais dire que il y a je sais plus comment on dit, mais on a un regain de la population, ça me paraît compliqué, et on n'a pas les chiffres aussi. Voilà. J'entends Ok. très bien ta réponse et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à préparer de manière très long terme et je pense que ce serait un argument massue pour faire de la com. Mm. Merci. Y a-t-il d'autres réactions? Oui, je voudrais rajouter un commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Il faut voir que tous les aérodromes ou les aéroports ne sont pas identiques du point de vue de la gestion. Nous, on n'est pas responsable de l'aéroport. J'ai lancé cette solution en espérant que le gestionnaire s'y associerait beaucoup. Et en fait, je me suis trouvé tout seul à piloter l'affaire, ce qui n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est le résultat qu'on en tirera. Rien n'a été empêché pour les visites. Mais je veux dire que la gestion de la fauche ne nous appartient pas. La gestion des phytosanitaires ni des engrais, tout ça nous échappe. Par contre, le rapport permettra peut-être de faire des préconisations qui iront dans le bon sens et que bien sûr, on ira commenter auprès du gestionnaire. Tu as tout à fait compris l'esprit de la chose, comme on dit dans le milieu juridique. Mais effectivement, un des premiers arguments, d'ailleurs, il me semble que le webinaire s'appelait Préserver nos espaces de pratique. Hein. Un des premiers arguments, c'est celui-là. Donc, préserver nos espaces de pratique, pas tant que pour pratiquer, mais préserver aussi au regard de notre environnement et de la préservation de la planète pour les générations futures. Ouais. Peut-être la parole de clôture pour Aude?
Oui, bah merci à tous, c'était très intéressant. J'ai aussi appris beaucoup de choses ce soir, n'étant pas une experte de la biodiversité. Donc, bah, je tiens à remercier Jules pour son travail, qui est quand même d'une grande qualité et qui sera d'une grande aide pour les clubs. Et puis également remercier les clubs qui ont participé, en particulier Philippe qui a témoigné ce soir, qui a été très engagé. C'est vraiment vous qui contribuez à développer la démarche à la FFVP, donc merci. J'espère que ça en inspirera d'autres et que ben voilà, vous serez nombreux et nombreuses à répondre au questionnaire dont on a mis le lien juste avant pour ben voilà, manifester votre motivation et puis voilà, pour monter en compétence sur le sujet et participer à ces chouettes inventaires. Voilà, je vous remercie et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Bon vol. Merci. Profitez. Au Profitez. revoir.